Bonjour à ceux qui étaient dans cette salle ce matin. Eh bien, écoutez, moi j'ai le plaisir d'introduire cette session spéciale Google Academy. Et donc, écoutez, j'annonce la Caroline Campioni, qui est spécialiste de la conversion. Arnaud de Terline, qui est aussi spécialiste de la conversion, avec leur client qui est Bruno Hertier, qui est le directeur marketing d'Allopneu. Voilà. Bonne session. Donc cette session est sans pause jusqu'à 16 h. Et voilà, écoutez, bonne session. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous voyez les slides. On va se donner 2 heures aujourd'hui, donc ça va être long, pour parcourir un sujet très intéressant qui est l'attribution avec donc Google Analytics et de regarder donc comment est-ce qu'on peut avoir des modèles d'attribution sur le multi-source, sur le multi-device. Alors, peut-être pour se présenter, pour commencer, pourquoi Google parle de conversion. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que quand on dépense 92 € dans l'acquisition de trafic sur un site, on n'en dépense finalement qu'1 € sur l'optimisation de la conversion. Autrement dit, on cherche à remplir la baignoire avec beaucoup d'argent, mais si la baignoire fuit, c'est une autre manière d'optimiser les conversions. Et donc nous, Conversion Specialist, Caroline et moi, on est donc spécialisé sur la partie optimisation, sur les 1 € ici. Donc pourquoi un Conversion Lab? Pourquoi est-ce que Google se positionne sur la partie conversion? Il y a en fait un effet vertueux, un double effet vertueux à optimiser les taux de conversion. Si les taux de conversion augmentent, on va augmenter bien sûr les ventes de nos clients. Et l'effet favorable pour le client, c'est qu'il va améliorer ses marges. Et l'effet favorable pour Google, c'est qu'on va améliorer les investissements online. Donc c'est un jeu où on est tous les deux gagnants. Et c'est pour ça que Google a investi sur ce Conversion Lab. Donc on est des petites équipes et l'objectif, c'est de servir donc les clients les plus importants. Alors comment le Conversion Lab fonctionne chez Google? Toujours pour présenter un peu qui nous sommes. Je dirais qu'on a 3 piliers sur lesquels s'articule le Conversion Lab. Premièrement, donc laboratoire de conversion, on va chercher à identifier les nouvelles méthodologies, les nouveaux axes d'analyse qui vont permettre donc d'améliorer les taux de conversion. Et on travaille donc beaucoup sur des templates, des frameworks méthodologiques. Le deuxième pilier de ce Conversion Lab, c'est de se baser sur des outils, et principalement sur Google Analytics, pour justement passer de la théorie à la pratique et être capable d'améliorer les taux de conversion. Enfin, le dernier volet du triptyque, on va s'appuyer sur un certain nombre de données, dont des données externes. Et donc pour ça, on a travaillé avec Kantar pour publier en fait un baromètre de la conversion. Donc vous avez peut-être vu, puisqu'on a publié un communiqué de presse pour donner les dernières informations autour de ce baromètre, qui a été publié donc hier. Et l'idée, c'est de suivre les taux de conversion sur toutes les catégories de produits et de comprendre les dynamiques du marché, savoir si ça s'améliore ou pas, et de comprendre quels sont les axes d'amélioration qu'on peut envisager derrière. Donc voilà un peu le triptyque du Conversion Lab. Alors, aujourd'hui, le programme qu'on souhaitait vous proposer est le suivant. On avait un premier volet un peu théorique. Donc c'est une Google Academy, donc on voulait quelque chose qui soit très pratique et avec des takeaways que vous puissiez emporter après. Mais on va donner un petit peu de théorie sur qu'est-ce que c'est que l'attribution. C'est compliqué, tout le monde en parle. On va essayer de revenir un petit peu sur cette notion. On aura ensuite la chance, pour rendre les choses un peu plus concrètes, d'avoir un témoignage de Bruno Etier, donc de CMO d'Allopneu, pour voir un petit peu comment est-ce que toi, Bruno, tu vis ces histoires d'attribution au sein d'Allopneu.
Caroline, puisqu'on veut des choses pratiques, nous montrera une démonstration dans l'outil. Et ensuite, on essaiera de se projeter sur quel est le futur de l'attribution en vous présentant les innovations de Google autour d'Universal Analytics. Donc voilà, un programme très chargé. Je vous propose tout de suite de commencer donc, sur l'attribution. Alors avant de commencer, on va faire un peu connaissance. Et vous allez me dire un petit peu qui vous êtes. Est-ce qu'il y a des e-commerçants dans l'assemblée? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ouais. 20% à peu près. Des agences peut-être, agences médias? Ouais, d'accord. Et des consultants? Et d'autres personnes? Bon, ça fait sens, c'est bien. Et donc par rapport, pour ceux qui interagissent avec un site e-commerce, que ce soit par le biais d'une agence consultant ou directement sur le site, qui a déjà entendu parler d'un modèle d'attribution? Ok. Donc pas beaucoup de personnes dans l'assemblée, donc ça tombe bien, on va essayer de clarifier un peu tout ça. En fait, 46%, donc ce sont des chiffres au niveau monde, c'est une grande étude qu'on a lancée, 46% des directions marketing utilisent des modèles d'attribution. Donc c'est un chiffre qui... On peut dire que voilà, une direction marketing sur deux n'a pas entendu parler du principe de modèle d'attribution. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on en parle, il y a des enjeux qui sont considérables et ce chiffre est donc très très faible. Alors, pourquoi modèle d'attribution? Historiquement, et puisque on aime les choses simples, on utilise en fait, pour traquer les taux de conversion, un modèle qu'on appelle le modèle dernier clic. C'est-à-dire que peu importe le parcours du consommateur, je vais dire, si un visiteur est passé, je ne sais pas, sur une requête sur ma marque et a converti derrière, eh bien, je vais porter le crédit de la conversion à 100% du clic qui a attribué la conversion. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le modèle dernier clic. Or, ce modèle masque toute la richesse et la complexité des parcours d'achat des consommateurs. Et on sait que souvent, il ne suffit pas d'un clic pour convertir, mais que les parcours d'achat sont très très riches, très longs, très complexes, vont très souvent être multisources, parfois même offline, avec des phénomènes de showrooming, où je vais utiliser mon téléphone pour aller glaner des informations en magasin et ensuite acheter sur Internet. Donc la réalité du consommateur est très complexe et le modèle dernier clic, qui fait porter tout le crédit sur la dernière interaction, ne permet pas de modéliser cette complexité. Juste pour s'en convaincre, j'ai sorti ici pour un client dans le prêt-à-porter des informations qu'on peut trouver donc, dans Google Analytics qui montrent justement la complexité des parcours d'achat. Donc on peut regarder ces premiers graphes, le nombre d'interactions avant de réaliser un achat. Ici, il faut 2,7 clics avant que le visiteur convertisse et devienne client. D'accord? Parce que ça, on le voit nous en tant que consommateurs, je vais chercher à comparer les produits. Je vais peut-être pas avoir le temps parce que je suis juste sur mon téléphone portable pour faire ma conversion et je vais revenir plus tard. Il va falloir que la décision d'achat, peut-être sur des actes d'achat qui sont très engageants, je pense par exemple à l'ameublement, prendre une décision et revenir sur le site avant de convertir. C'est vrai également sur le nombre de jours avant achat. Donc ici, pour le client que j'ai pris, il a fallu 2,8 jours en moyenne pour que le visiteur convertisse et achète le bien derrière. Donc ça, nous, on le sent bien sûr en tant que consommateur, à titre individuel, mais on est capable de le mesurer et de le matérialiser avec des outils de mesure, comme Google Analytics, pour réaliser à quel point les parcours d'achat sont complexes. Et du coup, notre modèle dernier clic n'est pas suffisant pour matérialiser ces complexités de parcours d'achat. Alors, je vous propose un exemple qu'on va suivre tout le long de notre présentation. J'ai pris ici le cas d'un client qui a eu besoin de 4 interactions avant de faire sa conversion. Il a commencé par voir une bannière display sur un site. Il a ensuite tapé une requête dans Google, par exemple, et il a cliqué sur une bannière ciblée. Il a ensuite tapé
taper une requête et cliquer sur un lien en référencement naturel, afin ensuite, une fois qu'il savait précisément ce qu'il voulait acheter, revenir sur le site en tapant la marque de l'annonceur. Donc c'est un parcours d'achat en 4 étapes, il est complexe. Avec, donc, on va chercher à valoriser tout ce parcours d'achat. La première notion, c'est la notion de conversion indirecte ou conversion assistée. Qu'est-ce que c'est? Ici, dans mon parcours d'achat en 4 étapes, toute la partie amont, display, CPC et référencement naturel, vont être considérés comme ayant contribué à une vente, d'accord, même si ce n'est pas les clics qui ont déclenché directement l'achat. D'accord? En revanche, à l'inverse, ma conversion directe est faite sur la marque. Parce que juste après avoir cliqué sur la marque, l'utilisateur, l'internaute, a converti. Donc du coup, pour valoriser tout le trafic amont, on va avoir cette notion de conversion indirecte, qui est quelque chose de fondamental. Conversion indirecte, conversion directe. Du coup, une fois qu'on valorise ces conversions indirectes en amont du parcours d'achat, on va être capable de positionner toutes les différentes sources, tous mes leviers marketing d'acquisition, on va être capable de les positionner tout au long du parcours d'achat. Donc ici, j'ai pris un parcours d'achat en 4 étapes. Donc on commence par, c'est en anglais, désolé, l'awareness, est-ce que j'ai entendu parler ou pas d'une marque, la considération, où je suis déjà un consommateur qui est un peu plus engagé, l'intention d'achat et la décision d'achat. Et l'idée, avec nos indicateurs de conversion indirecte et de conversion directe, c'est de savoir où se positionnent les sources au long de ce parcours d'achat. C'est ce que j'ai fait ici, en illustrant le positionnement des sources, que j'ai pris donc pour un retailer fictif. Ici, c'est un exemple. On va donc calculer le ratio conversion indirecte sur conversion directe. Autrement dit, est-ce qu'une source donnée contribue plus à m'apporter des conversions indirectes ou au contraire à finaliser l'achat? Donc je peux faire le ratio conversion indirecte sur conversion directe et avoir ici quelque chose d'assez intéressant qui va me dire par exemple le display est une source qui assiste les conversions mais n'intervient pas dans les conversions finales. Donc j'ai un ratio ici qui est de 3,1 et donc si je ne valorise pas le display dans l'ensemble du parcours d'achat, je risque de dire que le display n'est pas une source performante. Or, on voit qu'ici, il contribue, mais plutôt en amont du parcours d'achat. Ici, donc, j'ai un ratio de 3 pour le display, mais ça peut monter jusqu'à 10, d'accord, avec des sources qui sont vraiment uniquement là pour créer de la notoriété, pour commencer à engager le consommateur dans son parcours d'achat. J'ai positionné donc le social, qui est également quelque chose qui intervient un petit peu plus en amont, les emails, le search payant, et en revanche, on va trouver deux sources qui sont donc beaucoup plus proches de la décision d'achat, qui sont donc par exemple le remarketing, avec un coefficient de 0,7 ici, et les recherches sur la marque, avec un coefficient de 0,5. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que avec la notion de conversion indirecte et de conversion directe, je peux positionner mes sources sur le parcours d'achat. Ça, c'est quelque chose qui est très simple à faire, qui est actionnable dans Google Analytics, et Caroline vous rappellera comment avoir ce type d'analyse. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a compris qu'il y avait des sources qui contribuaient plus ou moins à finaliser les achats, mais on n'a toujours pas valorisé ces sources amont à leur juste valeur. Et c'est là qu'entre en scène les modèles d'attribution et surtout la nécessité de trouver une alternative au modèle dernier clic. Alors, il y a beaucoup de modèles, c'est la première chose qu'il faut savoir. Il y a autant de modèles que la créativité des directions marketing. Il n'y a pas de modèle juste dans l'absolu. Il n'y a qu'un modèle adapté à une situation. Donc, je vous propose de passer en revue quelques modèles d'attribution, vous donner un petit peu ce qu'on peut en retirer. Le premier, c'est le modèle en premier clic. Mettons qu'on soit dans une logique d'acquisition et qu'on souhaite acquérir des nouveaux clients. Ce type de modèle peut être très intéressant du coup, mais l'inconvénient, puisqu'il y en a un ici, c'est qu'on ne va pas valoriser les clics amont. Donc c'est un peu il a autant
d'inconvénients en tout cas que notre modèle dernier clic. Le seul avantage, c'est de valoriser les premiers clics entrants si je souhaite réaliser de l'acquisition, par exemple. Un autre modèle, on peut se dire, après tout, de manière totalement agnostique, je vais donner le crédit de la vente, de la conversion, à l'ensemble des sources. Donc si j'ai 4 sources, je vais dire que la conversion va être répartie de manière homogène, à 25% ici, sur chacun des leviers, chacune des sources, chacun des clics qu'aura fait l'internaute avant de convertir. C'est un modèle qui est simple, qui donne le crédit de manière homogène à l'ensemble des sources et qui peut être, par exemple, une bonne manière de commencer à faire de l'attribution si on ne sait pas trop quel modèle retenir. Un autre modèle, qui est le modèle à dépréciation dans le temps, c'est un modèle qui est intéressant pour peut-être des cycles d'achat qui sont longs et où on va valoriser la dernière interaction plus que les clics en amont. Et donc je vais donner plus de poids à la dernière interaction et quelque chose qui descend en fonction des premières interactions. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous avez des cycles d'achat qui sont très longs pour donner plus de crédit sur la dernière interaction. Mais surtout, la force de ces modèles d'attribution, c'est de se les approprier pour faire le modèle personnalisé, le modèle qui vous convient, en connaissant bien vos consommateurs, en connaissant la complexité des cycles d'achat et de faire quelque chose donc, de totalement personnel. Ici, c'est un modèle en U que nous, on peut utiliser dans le cadre du Conversion Lab, qui va donner donc, beaucoup de crédit sur la première source, 50% ici, beaucoup de crédit également sur la dernière source qui va convertir, et un petit peu moins sur le parcours au milieu. On est capable en plus, dans ces modèles d'attribution, de donner un coefficient moindre pour les sources, par exemple, qui vont générer un taux de rebond fort. Donc tout ça peut être paramétré dans Google Analytics, et Caroline nous montrera comment ça fonctionne, et surtout comment on peut créer ces modèles personnalisés. Voilà. Alors, donc ça c'était le côté un peu technique et théorique derrière les modèles d'attribution. Maintenant, qu'en pensent les CMO? Qu'en pensent là, nos 46% de CMO qui ont franchi le pas et qui sont passés sur des modèles d'attribution? 72% d'entre eux nous disent, donc ça c'est une étude qu'on a menée à Google, nous disent que ça leur a permis d'améliorer le retour sur investissement de leurs investissements marketing en fait. Donc, quand je vais donner son juste crédit à l'ensemble des leviers, j'ai un pilotage qui est plus juste et je vais réattribuer toute la valeur juste en fait, à chacune des sources. Donc ça c'est le premier élément. 72% nous disent également que ça va permettre d'améliorer l'allocation du budget pour les différents canaux. Je reprends l'exemple du display. Vous vous rappelez tout à l'heure, le display, on voyait que c'était une source qui contribuait principalement à assister des conversions. Donc si je regardais le taux de conversion en last click, j'aurais probablement trouvé des taux de conversion qui seraient très mauvais. Et peut-être qu'une des décisions que j'aurais pu prendre en tant que directeur marketing, c'est de couper cette source qui n'est pas performante. Or, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais attendu quelques mois, puis j'aurais vu mon taux de conversion global baisser. Pourquoi? Parce que j'aurais pu réussi à capter en amont les internautes qui auraient vu ma pub display et auraient ensuite engagé avec mon site via d'autres leviers. Donc derrière, c'est très important. Le fait de basculer en modèle d'attribution me permet de mieux allouer mon budget, de savoir quels sont les leviers qu'il faut que j'utilise pour acquérir le plus de clients avec les coûts les plus moindres. 63% donc des CMO nous disent que ça leur permet de comprendre les interactions entre les canaux digitaux. Avec les modèles d'attribution, on va rentrer dans tous les parcours d'achat, de comprendre, une fois que j'ai vu une pub display, quel est le prochain levier qui peut être actionné. Si je fais du remarketing, ça va être de mieux comprendre les parcours d'achat pour savoir quand est-ce que je dois proposer quel produit à quel internaute. Et donc ça, c'est quelque chose qui me permet de piloter donc, mes canaux marketing. Enfin, bien sûr, on l'a vu rapidement sur les cycles d'achat, ça me permet de comprendre donc mes visiteurs qui viennent sur mon site, de comprendre leur parcours d'achat. Et enfin, ça c'est important, un peu plus de la moitié nous disent que ça leur permet d'aller chercher davantage de budget, de justifier davantage de budget à leur direction, notamment parce que ça rend les choses beaucoup plus transparentes et qu'on va avoir une vision globale du retour sur investissement de l'ensemble des budgets marketing qui sont alloués à l'acquisition online ici. Voilà.
En revanche, donc si ça paraît être des choses qui sont très actionnables, il y en a 16% donc des directeurs marketing qui nous disent « je ne sais pas quel modèle utiliser ». Et là, je pense qu'on a quelques conseils à vous donner. Vous avez vu, c'est complexe. Donc, encore une fois, il est toujours plus simple de commencer par des choses qui sont le plus simples possible. On a vu des modèles linéaires, déjà se poser des questions, faire des tests aussi pour comparer plusieurs modèles. Confronter ces différents modèles d'attribution par rapport à la connaissance que vous avez de vos clients et surtout garder des choses qui sont simples au début pour ensuite les améliorer, les optimiser. Et ce qu'il faut voir aussi derrière, on a beaucoup parlé technique ici, c'est qu'en fait l'attribution n'est pas quelque chose de technique. Bon, une fois qu'on a fait nos analyses dans Google Analytics par exemple et qu'on a des enseignements intéressants, il convient ensuite d'avoir une organisation qui soit préparée à tous les changements que vont engendrer les modèles d'attribution. Et dans les grands échecs qu'on peut voir sur l'attribution, si vous avez une organisation qui n'est pas prête, qui est en silo par exemple, et que là vous dites je vais piloter l'ensemble de mes leviers par rapport à ce que ça va, par rapport à l'ensemble de leur contribution aux ventes, si l'organisation n'est pas adaptée, ça ne va pas fonctionner. Si vous n'avez pas les données, on va peut-être dû commencer par là, mais l'essentiel avant de faire l'attribution, c'est d'avoir un plan de tracking qui tienne la route et d'être capable de collecter les bonnes données pour faire l'attribution. Caroline nous montrera un petit peu comment ça fonctionne. Et on voit qu'il y a un certain nombre de prérequis qui sont nécessaires avant de se lancer dans des modèles d'attribution. Si vous avez donc une stratégie d'attribution qui concerne qu'un seul canal, ça ne va pas marcher non plus. Il faut vraiment réfléchir sur le comportement d'achat de l'internaute qui, lui, va bien au-delà des canaux. Donc si la stratégie d'attribution se focalise que sur un canal, ça ne fonctionnera pas non plus. Les modèles d'attribution vont aussi peut-être remettre en cause tout un tas de fondamentaux avec vos partenaires. Peut-être que des sources qui semblaient très rentables en modèle dernier clic vont s'avérer beaucoup moins performantes. Et peut-être que ça va changer certaines relations que vous avez, certains modes de rémunération avec vos prestataires. Enfin, c'est ce que je vous disais, gardez des choses simples pour commencer. Si vous vous lancez dans des choses qui sont trop complexes, le danger c'est de ne pas être capable de l'expliquer à des gens qui sont peut-être un peu moins familiers avec ces problématiques web. Et donc commencer par des choses simples qui peuvent s'expliquer très très simplement pour ne pas tomber dans cet écueil de la complexité. La dernier enseignement, c'est que l'attribution n'est pas forcément la solution à tout. Parfois, il y a des choses bien plus simples à mettre en œuvre pour améliorer un taux de conversion. C'est déjà quelque chose d'un peu avancé. Et il ne faut pas non plus mettre trop d'espérance dans l'attribution. Ce n'est pas le remède à tous les maux. Bon, voilà, juste un témoignage sur le côté politique, ce que je vous disais autour de l'attribution. Ça a des impacts très importants sur l'organisation d'une entreprise. Parce qu'on va peut-être s'apercevoir que certains canaux sont plus ou moins rentables que d'autres, et également par rapport aux relations que vous avez avec vos fournisseurs, vos prestataires de services. Voilà, donc ça c'était la vision un petit peu théorique. J'espère que ça rend un peu plus clair ces problématiques de l'attribution. Et je vous propose en fait de sortir de la théorie pour avoir le témoignage de Bruno, donc directeur marketing chez Allo Pneus, et pour voir, toi Bruno, comment est-ce que tu as pris en compte toutes ces problématiques de l'attribution. Je te laisse peut-être te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Bruno Itier, je travaille pour allopneu.com depuis un peu plus de 2 ans et depuis 7-8 ans dans le e-commerce auto pure player. Ce que je peux vous dire effectivement, c'est que pour nous, le Web Analytics est complètement au cœur de notre pilotage du web marketing, mais aussi de la marque. Alors, je vais peut-être commencer par une petite anecdote. Quand j'ai commencé en 2006-2007 à travailler pour un autre grand acteur du web auto français, je ne connaissais pas grand-chose au web et donc je suis allé rencontrer des gens qui étaient les experts du moment, notamment des grands webessistes. Et il y en a un un témoignage qui m'a particulièrement marqué, m'a dit
Il y a plein de façons d'avoir du trafic. Tu peux faire du display, tu peux faire de l'affiliation, tu peux faire du search, du SEO, enfin du référencement naturel, de l'emailing. À l'époque, on en faisait en acquisition pas mal. Et il me dit, et quand j'ai les KPI sur chacun de ces canaux, chacun sont rentables. Sauf que globalement, ils ne sont pas rentables, tous ensemble. Donc c'est immédiatement posé la question effectivement de la déduplication d'audience et des problématiques d'attribution. À l'époque, on travaillait avec Google Analytics, mais aussi un autre Web Analytics. Ni l'un ni l'autre, pour être tout à fait honnête, en 2007, nous fournissait ce qui existe aujourd'hui. Donc on a décidé avec notre agence, qui était assez agile et qui l'est toujours, de réexploiter en fait les données de Google Analytics via un API et de reformater de façon un peu expérimentale en bêta ces problématiques et ces modèles d'attribution. Et je pense que dans l'écosystème de Google, il y a une grande force qui est celle aussi d'avoir peut-être des gens comme nous assez fans de data, mais aussi des agences qui sont très agiles pour anticiper sur ces besoins clients. Donc voilà, on est rentré. Alors voilà, je peux vous dire aussi quelques mots sur Allopneu. Donc c'est une société fondée en 2005, société familiale basée à Aix-en-Provence, 100% française, 200 personnes, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 1 million de clients anticipés sur 2013 et à peu près 50% de tous les pneus en ligne vendus en France et 7 à 8% du total de tous les pneus auto, moto, quad vendus en France. Super. Super. Je ne sais pas si mon micro marche. Oui, c'est bon, merci. Est-ce que du coup, Bruno, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la typologie et les parcours clients qu'il y a quand on vient chercher du pneu c'est pas forcément un produit... oui, très glamour. Oui. Alors oui, effectivement, il y a pas mal de choses. Je pense que l'intérêt de mon témoignage, c'est peut-être de donner à certains d'entre vous les clés basiques qu'on a mis plusieurs années à mettre en place et qui permettent de faire face à la complexité des outils. Face à des outils qui ont des possibilités absolument considérables, il faut avoir des méthodologies justement extrêmement simples pour arriver à aborder et à faire bon usage de ces outils dans un temps qui n'est pas extensible à l'infini. Donc, je vais vous livrer effectivement quelques-uns de ces trucs et astuces. La première chose, c'est qu'effectivement, il faut arriver à faire un découpage des sources de façon équilibrée pour avoir, on va dire, une dizaine de sources. Si vous avez plus de 10 sources, c'est que ça va être trop compliqué à comprendre, à analyser, à dédupliquer, etc. Après, il faut aussi faire les bons découpages. Donc il se trouve que quand un pure player, un distributeur en ligne grandit, prend une certaine ampleur, sa propre marque prend une importance assez forte. Pour vous donner quelques chiffres, pour ce qui est d'Allopneu, aujourd'hui, on a plus de 60% des ventes qui se finalisent au dernier clic sur la marque. C'est d'autant plus fort que, effectivement, on a un produit qui est plutôt cher. On est entre 230 et 280 euros de panier moyen selon les saisons. Et que donc, plus le produit est cher, plus généralement il y a une multiplicité de visites et un cycle de décision, de finalisation d'achat qui est un peu plus long. Alors, si vous achetez un canapé ou des choses chères ou un frigo américain, ça va être forcément plus long que pour juste un petit gadget, une coque d'iPhone par exemple. Bon, nous, on est un marché de besoins, donc on n'achète pas des pneus par plaisir mais par nécessité. Donc ça compense un peu et on a finalement des chiffres sur les nombres d'interactions et les durées de finalisation de l'achat en jours qui sont assez proches de ce que montrait Arnaud tout à l'heure. Alors pour ce qui est du découpage par source, donc nous on a effectivement isolé la marque. Je précise qu'effectivement c'est beaucoup plus important de considérer quand on prend le search. Le search c'est évidemment SEM et SEO confondus. Vous avez le search concurrentiel, donc tous les mots-clés génériques qui sont en SEO ou SEM, c'est une famille. Et puis vous avez la marque SEO, SEM.
Il peut y avoir des dispositifs tactiques pour défendre sa marque en SIM ou communiquer davantage de choses dans les annonces AdWords plutôt que simplement les liens naturels. Mais encore une fois, les ordres de grandeur, c'est qu'on a des leviers qui finalisent les achats, c'est la marque, et des leviers qui initient des leads et qui initient la notoriété de la marque, qui sont notamment le search payant. Donc on a effectivement, depuis plusieurs années, mis en place ce que j'appelle les bonnes lunettes pour considérer son trafic en mode acquisition commande héroïste et acquisition de nouveaux clients. Donc nous, on différencie également, ça c'est quelque chose de très important dans les commandes, une commande qui est client existant, une commande de nouveaux clients. Et donc on accepte d'avoir un coût d'acquisition, quel que soit le canal, le plus élevé pour un nouveau client que pour un client existant. Ce qui est normal. Autre chose, on a tendance, derrière cette notion de branding, qui est pour nous tout à fait essentielle et qui l'est pour beaucoup de grands e-commerçants généralistes ou spécialisés, on s'aperçoit qu'en fait la première source de nouveaux clients, c'est précisément la marque, toute seule. C'est-à-dire que vous avez la marque, vous avez, je sais pas, 500 000 requêtes de marque sur un mois, c'est à peu près notre cas. Sur ces 500 000, vous avez une moitié qui sont que des requêtes de marque, c'est-à-dire si vous avez 3 visites, il y a 3 fois la marque. Alors ça peut être SEO, SIM, les accès directs éventuellement. Mais vous avez aussi la marque qu'on appelle assistée, c'est-à-dire que c'est des requêtes de marque, mais qui sont initiées par des requêtes concurrentielles, ou éventuellement d'autres sources, display, emailing, etc. Donc ce qui est important, c'est quand vous avez une marque importante, comme elle écrase tout, il faut que vous arriviez à la saucissonner pour avoir les bonnes lunettes et considérer la marque. Et après, vous pouvez ventiler sur ces canaux entre nouveaux et anciens clients, sur chacun. Voilà. Donc au final, c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir trop de sources au départ, parce que sinon vous allez vous retrouver avec 10 sources fois 2 modes d'acquisition, les nouveaux visiteurs, etc. Et là, ça va devenir des choses relativement ingérables et incommunicables aussi au management. Et est-ce que du coup, cette vision, donc avec une attribution et un pilotage beaucoup plus fin, vous a amené à revoir votre stratégie d'investissement sur certaines sources, sur certains leviers chez Allopneu? Oui, alors la première chose, effectivement, ce qu'on s'est occupé de faire, c'est déjà que tout soit correctement traqué et paramétré. Ça veut dire qu'effectivement, en natif, c'est une des commodités de Google Analytics, c'est qu'il incorpore automatiquement toutes les sources Google, qu'elles soient Search ou Google Display Network. Nous, ce qu'on a travaillé, c'est de faire en sorte que tous les clics d'autres sources, affiliation, emailing, etc., soient correctement paramétrés avec les noms de campagne. Donc ça, c'est les fameux paramètres UTM que vous mettez dans les URL de redirection, de façon à pouvoir être facilement agrégés ensuite par des requêtes mots-clés dans Google Analytics ou via les exports Excel sur l'API. Il y a aujourd'hui, je le mentionne, nous on ne l'a pas encore fait parce que ce n'est pas véritablement justifié, mais notamment quand vous travaillez beaucoup en display, en RTB, vous avez aujourd'hui la possibilité de réincorporer tous les affichages des différentes sources via un API. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme n'importe quel autre Web Analytics, Google Analytics vous permet de réincorporer, c'est un système ouvert sur l'ensemble des sources. Donc effectivement, si vous avez des investissements branding, remarketing ou autres en display en particulier, ou aussi des programmes d'affiliation importants, on vous recommande effectivement d'intégrer, d'avoir la vision complète sur un même outil, ce qui est quand même un confort extraordinaire et qui est le seul moyen de faire fonctionner à plein ces modèles d'attribution. Alors c'est peut-être justement un complément. Je vais raconter une petite histoire qui date d'il y a 3-4 ans chez Oscaro.com, qui était mon précédent employeur. On avait fait à l'époque un très gros deal avec Le Bon Coin, qui était déjà très connu, même si un peu moins que maintenant. Et on achetait de l'ordre de 150 millions d'affichages mensuels. Ce qui, dans l'univers du display, surtout que c'était tous les mois, ça fait quand même beaucoup d'affichages. Et donc, au démarrage, on avait simplement ce système au dernier clic. Et on arrivait tout de même, ce qui peut sembler extraordinaire aux experts du display,
on arrivait à avoir des coûts d'acquisition à la commande au dernier clic, en post-clic exclusivement, à 20 €. Et on avait 1500 commandes mensuelles qui venaient du Bon Coin. Et après, par contre, on a fait des enquêtes clients et puis on s'apercevait qu'il y avait une plus grande proportion de nos acheteurs et de nos nouveaux clients qui nous avaient connus par le Bon Coin. Et c'est là qu'on a commencé à sophistiquer un petit peu la mesure pour voir effectivement l'aspect multisource, donc conversion directe, conversion indirecte. Et on avait un ratio non pas de 3, mais un ratio de 5,5. Il y a 5 fois plus de conversion indirecte que de conversion au dernier clic, ce qui est assez logique pour un outil display. Et on n'était que sur du post-clic. Donc si derrière vous rajoutez la dimension post-view, si vous avez une bonne agence, des bonnes régies, vous pouvez aussi l'A/B tester, je recommande fortement. C'est des choses aussi qu'on a pu faire avec Google sur le Google Display Network, c'est-à-dire on fait des campagnes, on prend une population qu'on expose à des campagnes display assez intensives et pendant une période de quelques semaines, et puis une autre pas du tout exposée. Du coup, il ne faut pas avoir des campagnes parasites derrière qui, hors Google Display Network ou enfin, sur un autre réseau qui risquerait de biaiser les résultats du test. Et là, vous arrivez à mettre en évidence un uplift, c'est-à-dire un accroissement de taux de transfo ou sur les gens qui sont exposés. On est de l'ordre du média, hein, c'est-à-dire que là, on est en post-view comme à la télé, comme en radio, comme au cinéma. Donc voilà, donc dans ces lunettes-là, c'est très important d'avoir effectivement... dernière chose peut-être que je pourrais ajouter en termes de méthodologie, c'est que vous savez qu'on peut acheter des clics, on peut acheter du CPM, même si ça se fait plutôt de moins en moins. On peut acheter aussi des deals en flat fee, enfin un certain montant à l'année. Et puis on peut acheter à la conversion, avec encore là des conversions, différents modèles de rémunération. Moi, ce que je recommande, c'est que quels que soient les canaux, vous vous donniez la possibilité via le Web Analytics de mesurer un ICPM, I comme équivalent, ICPC et ICPA pour coût de conversion. Et en ayant ces 3 paramètres simultanément, ce que j'appelle les bonnes lunettes, vous allez être capable de vous dire, bon bah ok, ça me fait de la conversion au dernier clic, mais est-ce que c'est pas un dispositif astucieux développé par un affilié malin qui va réussir finalement à s'approprier ma marque et qui m'apporte finalement très peu de visibilité. Je vous dis ça parce que c'est une réalité pour, à mon avis, 80% des affiliés des plateformes d'affiliation. Donc nous, on a fait clairement, pour répondre à ta question Arnaud, on a fait le ménage, c'est-à-dire qu'on a gardé que ceux qui étaient capables de nous apporter un CPM raisonnable, un CPC raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'on cherche le moins 10 ans partout, surtout sur les 3 paramètres, c'est pas possible. Mais quand vous avez un taux de conversion de 25%, ça n'existe pas. C'est comme les fourmis de 18 mètres, hein, vous voyez ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a une arnaque. Et plus vous avez une marque connue, plus vous êtes soumis à des arnaques de ce type. D'accord. Alors peut-être on a d'autres questions pour toi encore, Bruno. Si vous avez des questions dans l'Assemblée, on peut peut-être faire passer 1 ou 2 micros et vous pouvez préparer vos questions. Oui, moi j'avais juste une question déjà, le temps que vous en cherchiez quelques-unes. On n'a pas encore abordé le sujet multi-device, smartphone, mobile, mais on va en venir un petit peu dans la deuxième partie, mais on peut un peu anticiper avec toi, prendre un peu ton retour d'expérience par rapport à ça, parce qu'on entend beaucoup parler. Alors bon, nous on est pas, pour être tout à fait honnête, pas très en avance en termes d'ergonomie, notamment smartphone. On n'a pas vraiment de problématique en tablette puisque c'est assez proche, donc ça veut dire que clairement on a des taux de conversion web qui sont bons, hein, qui apparaissent dans le baromètre où je pense qu'on pèse assez lourd dans les 3,2% de taux de conversion du pneu. On fait 50% du secteur en France. Donc, il y a cet aspect-là. Alors aujourd'hui, on voit évidemment monter le poids des tablettes et des smartphones. On a un taux de conversion qui est structurellement 4 à 6 fois inférieur sur les smartphones par rapport à un PC. Donc, quand cette source qui est 6 fois moins performante à la conversion passe de 2 à 20% de votre trafic, ça fait drôle. Alors néanmoins, bon,
on a mis en place avec notre agence Resoneo donc, des campagnes et un compte dédié pour les campagnes mobiles. Pour l'instant, sur la base d'une croyance, c'est que effectivement, il y a des gens qui cherchent d'abord sur mobile, mais qui ne sont pas forcément en position de conclure. Enfin, finaliser une commande sur un... Enfin, ça va pour showroom privé, enfin, ou vente privée. Vous avez un produit, vous avez juste à cliquer, tout est logué, bon, ça va. En revanche, si vous avez un processus d'achat comme nous qui est un petit peu compliqué, il faut choisir d'abord une dimension, un pneu éventuellement comparé, ensuite trouver un garage ou une camionnette qui va venir vous le monter chez vous à proximité, etc. Prendre éventuellement des assurances ou pas. C'est un processus qui est compliqué à mener sur un smartphone. Donc aujourd'hui, nous, on est de l'achat ponctuel, en plus on n'est pas logué. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que quand on est logué, ce qui est l'avantage des systèmes de vente événementielle, vente privée, eh bien, vous pouvez traquer un client logué, quel que soit le device. Et ça, c'est assez simple de faire remonter. Aujourd'hui, l'onglet mobile de Google Analytics est très bien fait là-dessus. Honnêtement, enfin, c'est vrai que je suis un peu là pour faire la pub, mais c'est aussi parce que je suis convaincu, parce que c'est un bon outil aujourd'hui, mais c'est surtout un outil évolutif. Par contre, c'est sûr qu'il faut avoir un support. Alors, je ne pense pas que Caroline et Arnaud seuls puissent apporter un support à tous les clients français. Donc il y a toute une série d'agences qui ont plein de bonnes compétences, dont la nôtre. Et c'est important de se faire accompagner, aider. Nous, on peut vous donner aussi quelques tuyaux. C'est mon rôle ici. Alors voilà, multi-device pour terminer. Donc non, on ne sait pas aujourd'hui traiter de façon scientifique, mais à la limite, on s'en fout. On considère que effectivement, notre première priorité, c'est d'avoir une ergonomie adaptée à un smartphone pour être capable de finaliser au moins une commande sur deux, et voilà, et d'arriver à un taux de transfo à 2% ou 2,5% plutôt que 0,7 aujourd'hui. Et puis bon, c'est essentiellement ça qu'on vise. Donc la déduplication des devices, mais bon, c'est vrai qu'il y a des cas extrêmes quand on fait les multi-channel modèles d'attribution. On se rend compte que par exemple, on a une même personne qui va venir 40 fois sur la marque successivement avant de passer commande, quoi. Moi, c'est un exemple extrême évidemment, mais ça montre que, enfin, il y a toute la complexité dans la nature. Vous ne pouvez pas prendre des cas particuliers, quoi. Il faut donc ma recommandation, c'est investissez effectivement dans les campagnes mobiles. On s'aperçoit que pour les emailing, on a adapté récemment nos formats de newsletter à l'emailing, parce qu'aujourd'hui, 40% des emails sont ouverts sur smartphone. Et donc, le post-view, c'est aussi un autre exemple. Ça, c'est une mesure qu'on a faite sur le post-view en emailing. Ça, c'est assez important. On a le dernier clic en emailing, on a les all clics donc en emailing, mais vous avez aussi le post-ouverture. Nous, on a mis un tracker dans notre routeur d'emailing qui nous montrait qu'il y avait 3 fois plus de conversion post-ouverture que de conversion au dernier clic. Donc, en gros, votre activité emailing était 3 fois plus rentable qu'on pouvait l'imaginer. Voilà. Donc, il y a des sources qui n'ont pas l'air rentables ou pas très rentables, comme l'emailing ou le display, qui peuvent apparaître beaucoup plus rentables avec les bonnes lunettes. Et peut-être juste une dernière question, tu en as dit un mot et tu l'as soufflé, le besoin de se faire accompagner par une agence, mais aussi structurellement en interne. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la façon dont vous fonctionnez et éventuellement les profils, les postes que tu as ouverts récemment? Je souffle la réponse pour structurer vraiment cette approche-là. Alors, nous, on a un parti pris qui n'est il faut des compétences en web analytics, c'est-à-dire il faut des compétences techniques, mais ça, on peut les trouver dans les équipes techniques et parmi les partenaires agences. Et on a un parti pris, c'est qu'on veut avoir que tout le monde s'en serve un peu. Donc à ce titre, on a fait effectivement une formation avec notre agence, mais très axée utilisateur, valeur ajoutée comme business partner, business intelligence, voilà. Donc sur Google Analytics, pour que tout le monde s'en serve un petit peu. Et pour les quelques personnes qui sont des utilisateurs intensifs, essentiellement au sein des équipes marketing,
c'est jamais des gens qui ne font que du web analytics, mais pour qui la mesure de performance de leurs actions est très importante. Donc c'est évidemment le traffic manager. On a une perle chez nous qui est extrêmement polyvalent et qui s'occupe aussi des évolutions du site dorénavant, mais voilà, qui a le profil à la fois marketing et technique et business analytics. Donc ma recommandation, c'est de ne pas faire une espèce de super cerveau qui comprendrait tout au business analytics mais rien au business de la boîte. Donc il faut vraiment créer des ponts. Il faut être plusieurs, au moins 2. Là, effectivement, comme on a embauché un profil un peu plus junior, mais qui exploite pour l'instant de façon récurrente, qui fait des reportings, des tableaux de bord. On fait aussi de l'A/B testing. Il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, Google Analytics est un système qui permet de monitorer effectivement l'acquisition de trafic, de commandes, le multi-device, multi-source, etc. Mais ça fait plein d'autres choses. Ça pilote le e-commerce, ça permet aussi piloter le parcours client sur site et notamment de réintégrer des résultats d'A/B testing. On fait de l'A/B testing comme pas mal de gens. Et tous les résultats de l'A/B testing, on peut les croiser avec l'ensemble des données de Google Analytics. Parce qu'on fait remonter les infos. La plupart des bonnes plateformes techniques, de toute façon, sont compatibles Google Analytics. Super. Merci beaucoup, Bruno. On peut peut-être prendre une ou deux questions dans l'Assemblée, si il y en a qui peuvent lever la main, si vous avez des questions. Oui, je vais venir avec le micro. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre retour sur investissement, sur le retour sur investissement sur le net? Sur, vous voulez dire Google Analytics ou... En général, que ce soit display Bon. Nous, première chose, on a une société e-commerçante rentable depuis sa création. On tient à ce que ça le reste et c'est pour ça qu'on tient à être très pointu sur faire les bonnes dépenses et éviter les dépenses inutiles. Donc nous, on pilote globalement un ratio d'investissement marketing online, offline sur chiffre d'affaires qui est de 3 à 4%. Voilà. Alors après, pour arriver à faire ça, on a besoin d'une croissance de trafic et puis on a besoin aussi d'un accroissement du taux de conversion. On est très très soucieux de la qualité du trafic, donc le taux de rebond notamment, la proportion de gens qui partent dès la première page n'est que de 25%, ce qui est une très bonne performance même dans le e-commerce. Alors vous dire, après un ROI, on accepte de payer plus cher. Voilà, par exemple, notre budget display, c'est à peu près 10% de notre budget search, ce qui fait quand même plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Pour un ROI par an au dernier clic qui n'a pas l'air très bon, mais qui est en fait quelque chose qui nourrit la marque. Et comme la marque, elle est majoritairement défendable et vous avez un coût d'acquisition sur la marque qui est inférieur à 1 euro quand vous pouvez être à 100 euros en post-click display, ni l'un ni l'autre ne sont vrais. La contribution du display est plus intéressante. Alors après, il y a des modèles conventionnels qu'on industrialise, ce que montrait Arnaud. Dire que c'est 5 ou 8% du post-view display qui est à prendre dans le coût d'acquisition ou pas. C'est très conventionnel. C'est pour ça que moi je m'embête pas trop avec ça. Dans une version simplifiée, il y a des tas de modèles. J'ai à peu près compris parce qu'on m'a expliqué ce qu'il y avait derrière. Mais je prends les deux extrémités. C'est-à-dire je prends le dernier clic et je prends toutes les visites. Et puis en amont, je prends le post-view. Et à partir de ça, je me mets mes 10 sources. Et je les ventile par trimestre et puis ça me suffit. C'est déjà pas mal. On va prendre peut-être une deuxième question. Bonjour, j'aimerais savoir quelles sont pour vous les sources incontournables pour un pure player au lancement? Les sources incontournables pour Oui, pour un pure player au lancement. Écoutez, nous, on a un produit de besoin, donc c'est d'abord effectivement le search. Enfin, on est partenaire de la première heure de Google, depuis qu'AdWords existe, depuis 2004 pour ce qui concerne Allopneu, puisque c'est effectivement la source la plus rentable. Alors, effectivement, il y a beaucoup de concurrence.
On ne peut pas se limiter à ça. Et nous, c'est tout ce qui entretient la présence à l'esprit, la notoriété, la présence de marque. On peut beaucoup se comparer à une autre entreprise très connue qui est Carglass, qui est beaucoup plus offline, mais vous savez que le vitrage automobile, c'est une fois tous les 7 ans en moyenne qu'un automobiliste s'en sert. En 7 ans, il a entendu pas loin de 1000 fois les spots radio ou télé. Donc, vous voyez, c'est ce que peut mettre comme argent une société comme Carglass pour faire une vente. Bon, bah nous, on est un peu, heureusement, on achète des pneus un peu plus souvent que les vitrages automobiles. Mais c'est un peu cette logique-là. Il faut qu'on soit tout le temps présent à l'esprit, parce qu'on a une offre qui est, on va dire, objectivement supérieure à peu près à tous les autres acteurs du marché. On a plus de choix, les produits moins chers, on a des services de montage partout en France, 4500 centres, et une centaine de camionnettes qui viennent les monter à domicile, à peu près partout en France également. Donc l'équation vraiment d'offres, elle est supérieure. Le problème, c'est que, comme la plupart d'entre vous, je pense, n'ont pas changé leurs pneus sur Internet. D'ailleurs, si on fait le jeu des mains levées, qui a déjà changé ses pneus sur Internet? Pas mal. Et on est dans l'élite geek de la France. Hein. Donc autant vous dire qu'effectivement, il y a encore du chemin à faire. Et c'est à peu près comme ça dans toutes les conférences auxquelles j'ai pu participer, donc rassurez-vous. Voilà, donc le search, et puis nous on fait du offline, effectivement, la radio, parce que c'est le média de l'automobile qui permet d'avoir cette préférence de marque forte à l'esprit. Merci Bruno. Encore une question avant de passer à la suite. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'affiliation en disant avoir fait le ménage parce qu'un taux de conversion de 25% à l'affiliation n'existait pas. Est-ce que vous pouvez donner des cas précis Oui, tout à fait. Bon, ben ça va avec la réputation de marque, parce qu'une bonne marque, c'est une marque connue et reconnue, y compris sur le web, y compris en distributeur, pure player sur le web. Donc on estime qu'il y a certains formats publicitaires qui soit n'apportent pas grand-chose, ils sont très opportunistes comme le cashback, ou sont carrément intrusifs et néfastes à l'image de marque comme le pop-under, qui sont très fréquents sur beaucoup de plateformes d'affiliation. Et surtout, quand vous regardez, vous dites, bon, allez, on fait fi de ces a priori ou de ces convictions-là, et on dit, bon, mais combien ça me rapporte au CPM? Et vous faites le CPM d'un pop-under, mais ça va vous coûter 18 €. C'est-à-dire 10 à 20 ou 30 fois plus cher que ce que vous pouvez avoir par ailleurs. Avec en plus un format intrusif, donc c'est pas la peine. Ça, c'est quand on manque d'imagination alors que dans les stratégies de ciblage display aujourd'hui avec le RTB, avec tout le jeu des cookies, vous pouvez faire des scénarisations très très intéressantes et beaucoup plus pertinentes que de faire ce que j'appelle du napalmage sur des formats intrusifs et néfastes à votre marque. Voilà, c'est des exemples. On a aussi des keyworders qui se sont... Généralement, le thème général, c'est posez-vous la question, comment est-ce que des petits malins vont pouvoir se glisser au dernier clic sur ma marque sans que je le voie, sans que je le sache, et prendre des commissions. Et là aussi, bon, moi je suis assez... Le code promo, je pense que quand on n'est pas connu, c'est très bien. Mais quand on est connu, l'argument de dire c'est le code promo qui va faire basculer l'internaute, surtout avec des codes promo à 1 ou 2%, vers tel marchand ou tel autre marchand, moi j'y crois pas beaucoup. Évidemment, il y a des acteurs de ce secteur qui... donc nous, on fait un tout petit peu de code promo à usage unique pour des clients, mais on n'a pas du tout de politique là-dessus, parce qu'en gros, vous donnez de l'argent à des gens pour qu'ils aient le plaisir de vous facturer des commissions, quoi. J'espère que ça répond à votre question. Bonjour. On a commencé la conférence en parlant de modèle d'attribution. C'est toujours un débat très intéressant. Du coup, vous avez opté pour quel modèle de votre côté? Est-ce que c'est un modèle personnalisé ou... Alors, ce qui est évident, c'est que le modèle au dernier clic tout seul, totalement inopérant. C'est clair, c'était mieux que rien. Ça a été presque le seul modèle pendant presque 10 ans.
Aujourd'hui, on est dans la démocratie du Web Analytics, notamment avec des solutions type Google Analytics qui sont ou gratuites ou de toute façon peu onéreuses à être utilisées. Après, le modèle, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le premier clic tout seul n'a pas non plus beaucoup de sens parce qu'il se passe beaucoup de choses après. Donc pour moi, c'est effectivement ce qu'a montré Arnaud me semble être à la fois le meilleur compromis de simplicité, pertinence, qui est le ratio entre conversion directe et indirecte. Alors après, ça dépend à qui on s'adresse. Là, je vous parle d'un pilotage global sur un budget de quelques millions d'euros à l'année, etc. C'est sûr que ensuite, quand vous rentrez dans des typologies de produits, bon, nous, on a un produit qui est toujours assez cher. Un pneu, c'est même un petit pneu, ça reste quand même assez cher. Mais quand vous avez des scopes de valeur produit très importants, c'est sûr qu'entre quelqu'un qui vendrait de l'ameublement, qui va vendre un lot de torchons à 20 € ou un canapé à 2000, tout cuir à 2000 €, c'est sûr que le modèle d'attribution, ce n'est pas forcément le même qui est pertinent. Voilà, alors donc avec ce système, pour moi, de conversion dernier clic sur conversion indirecte, après, il y a toutes sortes de raffinements entre les sources payantes, non payantes. Moi, je pense que voilà, faut garder ce ratio. C'est le plus simple. Après, le modèle linéaire, c'est une convention de dire que chaque visite pèse autant. Pourquoi ça dépend aussi du format. Vous pouvez vous dire si en display, vous avez des displays très chers, très gros, très qualitatifs, avec de la vidéo dedans, vous surpondérez. Et encore une fois, ça va être sur certaines campagnes et pas sur d'autres. C'est un peu compliqué. Maintenant, voilà, ça vaut le coup de s'y intéresser quand on a des gros budgets ou, comme disait justement Arnaud, qu'on veut pouvoir obtenir des budgets sur des expérimentations ou digitaliser. Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en cross-canal, qui viennent du monde réel, qui se digitalisent en marketing et voire en e-commerce et qui veulent faire migrer un peu les budgets médias vers le digital. Donc là, effectivement, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'on obtient beaucoup plus facilement gain de cause avec une bonne analyse digitale pour montrer qu'effectivement, le digital, c'est non seulement une voie pour le e-commerce et la vente et le paiement en ligne, mais aussi c'est un média d'influence. Même en tant qu'e-marchand, nous, on est un média d'influence bien au-delà de ce qu'on vend nous, même sur les canaux offline. Merci Bruno. Alors on va peut-être s'arrêter là puisqu'on a un menu très copieux. Merci en tout cas pour ton avis très éclairé sur ces problématiques d'attribution qui rendent les choses plus concrètes. Je vais laisser la parole. Je vais laisser la parole à Caroline qui du coup va nous montrer le côté plus technique et la démonstration de comment ça se passe dans Google Analytics. Caroline. Oui. Merci beaucoup Arnaud. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, oui, avec le micro. Alors, du coup, l'idée, c'est vraiment de passer sur la partie vraiment pratique de la théorie qu'a exposée Arnaud en début de session. Alors, moi aussi, j'ai un petit sondage à faire. Qui voit ou découvre pour la première fois l'interface Google Analytics? Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on n'avait pas du tout le temps de faire une formation complète à Google Analytics. Donc du coup, là, je suis en fait sur le compte Google Analytics du Google Store. Donc tout simplement, donc, il n'y a pas de secret défense ni rien, on n'est pas sur le compte d'un annonceur. On va voir qu'en termes de multisources et d'attribution, c'est toujours évidemment les cordonniers les plus mal chaussés, mais bon, l'idée c'est vraiment de vous montrer où on peut trouver les informations dans cette interface. Je ne suis pas sûre que vous m'entendez tout le temps. Si. Donc l'idée c'est vraiment de parcourir en fait et d'essayer de retrouver en fait où est-ce qu'on on trouve les informations que nous a présentées tout à l'heure Arnaud. Alors du coup, ça c'est vraiment la page d'accueil sur laquelle vous arrivez lorsque vous ouvrez votre compte Google Analytics. Donc vous avez évidemment en haut à droite, donc pour moi, toute la partie qui est liée au contexte et à la data, où ici vous allez avoir toute la partie export, la partie segment aussi qui est très important, mais du coup qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Ici un peu votre partie dashboard que vous pouvez
pouvez personnaliser. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et ce qui est le plus important, c'est l'ensemble des rapports qui se retrouvent dans cette colonne-là. Donc c'est fait de manière assez simple. Dans Google Analytics, vous avez alors oui toute une partie sur le temps réel. Vous avez un premier onglet d'audience qui est plutôt une vue assez générale sur votre audience qui se trouve sur votre site, où vous allez retrouver notamment des informations très intéressantes sur leur présence sur le mobile, sur les browsers qu'ils utilisent, etc. Donc tout un tas d'informations. Et ensuite c'est fait de façon assez simple, comme une visite sur un site, tout ce qui se passe en entrée, donc tout ce qui est affaire aux sources de trafic qui arrivent sur votre site, tout le contenu et le parcours qu'on peut avoir sur le site, et évidemment toute la fin qu'on espère se terminer en conversion. Alors quand on parle d'attribution, on va voir que malheureusement c'est les tout derniers rapports, donc il ne faut pas hésiter à ouvrir et à aller chercher tout au fond ces rapports qui sont in fine les plus intéressants de l'interface. Mais je suis obligée de commencer quand même par l'onglet source et de refaire, même si Bruno l'a très bien dit tout à l'heure, de refaire un petit rappel parce qu'évidemment je passe le prérequis pour faire une analyse d'attribution qu'il faut évidemment avoir un GA, qu'il faut avoir des données, des visites, au moins, si ce n'est des transactions, mais des objectifs qui remontent. Et il faut surtout avoir un paramétrage de source nickel chrome pour ne pas inclure de biais dans votre analyse. Donc je vais vous rappeler juste très rapidement que par défaut, Google Analytics, il connaît 3 sources. Alors on va peut-être pouvoir étendre à 4, mais par défaut, il connaît tout ce qui vient des moteurs de recherche, donc que ce soit Google, mais aussi les autres, Yahoo, Bing, etc., qu'il va mettre donc, dans ce qu'il appelle une catégorie organique. Et donc par défaut, ici, vous retrouvez que ce soit du référencement naturel ou payant. Alors comme évidemment Google Analytics et AdWords appartiennent quand même à la même famille, il est assez facile et rapide, je dis bien vraiment facile et rapide de lier des comptes Google Analytics et des comptes AdWords pour faire apparaître ici une ligne CPC qui va déjà vous permettre de différencier votre trafic naturel de votre trafic payant. Donc voilà, donc c'est un peu là deux sources en une, mais ça c'est la première brique qu'il connaît. La deuxième chose qu'il sait identifier tout seul, c'est tous vos accès donc, directs, donc, qui sont aussi appelés non. Donc c'est tout ce qui va être tapé, donc, votre URL tapé directement dans le navigateur, ou aussi tout ce qui va être mis en favori. Donc ça va être vos accès directs, et tout le reste, donc toutes les autres sources, par défaut, il va le mettre dans un paquet qui devient pas très obscur, qui s'appelle Referral, donc qui sont tous les sites référents. Et c'est vraiment, quand tout à l'heure Bruno expliquait qu'il y avait un travail de tracking des sources à faire manuel, c'est vraiment cette partie-là pour aller réduire ce paquet de referral qui n'est pas forcément obscur, et de pouvoir aller dedans, éventuellement aller chercher votre trafic display, remarketing, affiliation, etc. Et on doit arriver, comme il disait, un maximum à 10, 15 sources qui correspondent à vos sources de trafic identifiées. Donc pour faire baisser ce trafic referral et identifier, donc ces fameux paramètres un peu barbares qu'il faut mettre dans les URL, les UTM, sources, médium, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est possible, et c'est vraiment ce travail-là, ce prérequis-là, qui est important à faire pour pouvoir se lancer dans une analyse d'attribution. Je rappelle qu'il n'y a pas d'antériorité sur Google Analytics, donc si vous n'avez pas fait ce travail-là, ça prendra effet qu'à partir du moment où vous le faites. Donc je vous encourage vraiment à le faire le plus rapidement possible. Vraiment, c'est documenté de façon très détaillée dans le support Google Analytics. Tous vos partenaires savent très bien de quoi on parle quand on parle de paramètres Google Analytics ou du thème source, donc c'est vraiment pas une difficulté à faire. Seul conseil aussi, c'est évidemment d'essayer, vous avez donc des niveaux d'information, donc ici je suis sur l'onglet Medium, vous avez donc 5 niveaux de hiérarchie pour, on va dire, identifier vos sources dans Google Analytics, donc c'est là aussi où vous pouvez mettre beaucoup d'informations sur la campagne, sur le site, sur la date, etc. Donc voilà, je vous invite à créer une nomenclature simple, à la partager entre tous les collaborateurs pour pouvoir vraiment avoir une vue assez claire de l'ensemble de vos sources. Donc comme je le disais,
le Google Store, on est le cordonnier le plus mal chaussé, donc on n'a pas forcément fait ce travail de retaguer nos sources, où on le voit de façon voilà, très, très faible sur les quelques sources qui restent. C'est aussi parce que c'est un site où il n'y a pas une variété de sources d'acquisition énorme. On est essentiellement sur de l'organique. On verra que dans le CPC, c'est un peu de display, un peu de remarketing, mais bon, ce n'est pas forcément le meilleur exemple en termes de diversité des sources. Dernier point, donc ça, c'est donc le rapport, on va dire, historique que vous voyez dans vos interfaces Google Analytics qui vous rapporte donc, par rapport à chacune de vos sources un certain nombre de métriques, notamment sur l'engagement. Vous allez retrouver le taux de rebond, le temps passé sur le site. Je pense que vous connaissez tous, pardon, je découvre la souris, le switch qu'on peut faire sur l'onglet e-commerce pour découvrir ces métriques liées aux transactions, au panier moyen et évidemment au taux de conversion par source. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que donc ça c'est historiquement le rapport pour regarder la contribution de mes sources et de chacun de mes canaux sur notamment mes transactions, mes conversions et mon chiffre d'affaires. Alors il faut savoir que dans cette interface-là, il y a déjà, on va dire, un mini modèle d'attribution qui est fait. C'est donc une vue évidemment last click hors direct. Donc ça veut dire que quand on intervient, enfin quand des transactions sont attitrées à une source directe, ça veut dire que le direct était seul dans le chemin de conversion et le direct ne peut remplacer aucune des dernières sources. Donc il y a déjà un petit modèle, on va dire, d'attribution qui est fait, mais on est quand même toujours dans cette vue un peu occultée où on attribue la transaction uniquement au last click. Et donc du coup depuis un an, un peu plus même maintenant, tout le monde a accès donc dans ce fameux set de rapports conversion, donc à des rapports qui s'appellent Multi-Channel Funnels et Attribution. On va voir qu'on a vraiment une tonne d'informations assez folles par rapport à tous les points qu'on a évoqués depuis le début. Donc, je pense que quand on se lance dans une analyse d'attribution, le premier point, c'est vraiment d'aller vérifier si j'ai un effet justement multisource, si mes visiteurs, si mes visites, ils ont besoin, et en quelle quantité, combien d'interactions, combien de jours, pour arriver à cette conversion finale. Alors, une première information, je remonte un petit peu, qui peut être assez intéressante, évidemment parce que qui dit effet multisource, donc besoin de plusieurs sources pour arriver à ma conversion, c'est évidemment, ça veut dire que c'est des visiteurs qui reviennent sur le site. Donc c'est là où je remontre que le Google Store n'est pas forcément le meilleur exemple pour cet effet-là, parce que les returning visitors sur le Google Store représentent voilà, à peine 15% du trafic sur la période que j'ai choisie. Il faut avoir en tête que vraiment sur l'ensemble des sites qu'on peut regarder, cette proportion est beaucoup plus grande et ça dépend vraiment des modèles, mais on peut arriver voilà, jusqu'à 50 voire 70% de returning visitors. Il faut se dire que voilà, cet effet multisource, il se fait sur ces visites, sur ces visiteurs qui reviennent sur le site. Donc ça, c'est une première information pour regarder voilà, la part de mes visiteurs qui vont être concernés par l'analyse que je fais. Donc, je retourne ensuite dans mon set de rapports donc multi-channel. Là, alors, tout de suite, l'overview. Alors, moi, je suis assez partisane de dire que l'overview ou la vue générale dans les rapports dans Google Analytics, ce n'est pas ceux qui nous apportent le plus d'informations. Voilà, il y a plutôt une représentation graphique. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller plus en détail dans les rapports. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de les prendre aussi, pas forcément dans le sens qu'on nous les propose, mais de ne pas hésiter à aller prendre en premier le dernier rapport, en fait, qui va nous donner en fait cette information sur le nombre d'interactions, donc le nombre de points de contact que j'ai besoin, le nombre de sources dont j'ai besoin pour arriver à une transaction finale. Et donc là, je vois que je peux arriver jusqu'à 12 et plus transactions et j'ai la proportion en conversion et en chiffre d'affaires des conversions qui se sont faites en une, voire deux, etc. Donc là aussi, même point d'alerte, hein, le Google Store, l'effet multisource, il est assez limité.
sur certains modèles, je pense notamment au travel, etc., où les cycles d'achat sont plutôt longs, le diagramme est plutôt inversé que ce qu'on peut voir là. Enfin, j'exagère un peu, mais on n'est pas loin de ce modèle-là. Donc on va avoir une première information sur le cycle d'achat, donc en nombre de touches, enfin, vraiment peu importe comment on l'appelle, ou en nombre d'interactions et de visites nécessaires. On va avoir un deuxième rapport vraiment sur le même modèle, et là, au lieu d'avoir le nombre d'interactions, je vais avoir le nombre de jours. Donc là aussi, c'est intéressant pour voir ce qui se passe à J0, et ensuite on peut aller jusqu'à J plus 30 de la proportion de mes conversions et du nombre de jours qui sont nécessaires entre ma première visite et cette fameuse conversion finale. Donc tout ça, ce sont des informations vraiment très intéressantes et qui me permettent de confirmer l'effet multisource ou non sur mon site. Une fois que j'ai en fait validé cette première étape en me disant j'ai un effet multisource sur mon site, là on va pouvoir commencer à regarder en détail les rapports, et donc on va aller sur ce rapport Assisted Conversion. Alors là, du coup, on se retrouve sur une interface où on a vraiment les notions de assisted conversion ou conversion assistée, peu importe le nom qu'on lui donne, conversion en amont, versus cette vue last click, last conversion, où là, on va pouvoir discuter, et notamment, on voit arriver ce fameux ratio dont parlait Arnaud tout à l'heure, ou ce ratio sur mes conversions assistées versus last conversion, où là, je vais pouvoir, plus mon ratio va être supérieur à 1, plus je vais être dans une source qui va avoir tendance à assister, plus qu'à convertir en faisant ce qu'on appelle le finish. Donc c'est vraiment là des choses intéressantes. Pour donner des ordres de grandeur, là vraiment honnêtement les ratios, mais ça nous arrange aussi bien parce que comme ça on n'a pas forcément de commentaires à faire sur chacun des leviers, mais on peut vraiment avoir des ratios de sources qui ont des ratios ici de 10 points, c'est-à-dire qui ont tendance à assister 10 fois plus qu'elles ne convertissent. C'est vrai que c'était des sources du coup qui étaient vraiment fortement dévalorisées par des modèles last click. Alors juste un peu de paramétrage en haut de ces rapports, et vous verrez, vous avez le même on va dire chapeau pour l'ensemble de ces rapports. Donc par défaut, c'est l'ensemble des conversions, et dans Google Analytics, une conversion, ça peut être ce que vous définissez dans la transaction avec, pour les e-commerçants, votre tag e-commerce, mais on pourrait avoir aussi ici une liste d'objectifs. Donc faites bien attention au type d'analyse que vous souhaitez faire et à prendre uniquement un seul objectif, ou en tout cas l'objectif qui vous intéresse sur place. On n'est pas obligé de faire une analyse multisource par rapport à une transaction. On peut le faire évidemment sur tout type d'action et en tout cas d'objectifs sur un site, mais de bien faire attention parce que par défaut, c'est vrai que c'est sélectionné, tout est sélectionné. Donc là, j'ai de la chance, il n'y en a qu'un. Et donc du coup, ça peut biaiser fortement l'analyse. Autre point, ici vous pouvez avoir donc une vue sur l'ensemble des leviers, donc c'est souvent ce qui nous intéresse, et avoir évidemment, comme ils se connaissent bien, une vue entièrement focus sur vos performances AdWords. Et là aussi, vous pouvez vous amuser donc avec une reglect, donc qui est en fait la fenêtre d'enregistrement des sources avant la conversion. Donc par défaut dans l'outil, c'est 30 jours avant la conversion, et sur des cycles longs d'achat, je repense une nouvelle fois au voyage, vous pouvez éventuellement remonter cette réglette jusqu'à 90 jours pour voir différents effets. Je redescends dans le rapport. Donc par défaut, quand vous ouvrez ce rapport, on voit que Google Analytics en fait a fait ce qu'on appelle un multi-channel funnel channel grouping. Donc ça, c'est quelque chose en fait qu'il essaye de faire lui-même. Il essaye de faire un regroupement par rapport justement aux fameuses informations que vous lui avez transmises dans les paramètres de tracking, de faire un regroupement par rapport à ce qu'il connaît des sources, etc. et de déjà les reclasser.
On voit que ici en haut, vous retrouvez aussi l'ensemble des dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure pour définir vos sources qui sont le niveau source, médium, campagne, etc. Donc vous pouvez vraiment retrouver exactement la même nomenclature de la définition de vos sources. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a la possibilité de définir son propre channel grouping. Et c'est vraiment là aussi une des forces de l'outil, elle réside dans cette fonctionnalité-là. Parce que c'est notamment là, alors au-delà d'aller redéfinir l'ensemble de ces sources, c'est là notamment qu'on va avoir la possibilité de sortir sa marque de tout ce qui est référencement naturel et référencement payant. Vous avez la possibilité de partir de zéro en définissant votre channel grouping vraiment comme de zéro. Moi, je vous conseille vraiment, parce que je pense que c'est quand même une bonne aide, de repartir de ce qui est fait quand même par défaut par Google Analytics et on va dire de le mettre à votre sauce parce que c'est quand même une bonne aide. Et donc là, du coup, vous allez vraiment revenir sur une interface, pour ceux qui sont familiers, assez proche de celle de la définition de segments. Donc vraiment avec la possibilité, donc on voit que là, il m'a fait par exemple mon groupe display, ça je ne vais pas forcément y toucher, mais par exemple dans mon groupe Paid Search, donc, qui est mon référencement payant, je vais pouvoir avoir la possibilité, et c'est là que c'est intéressant, d'aller sortir par exemple mes mots-clés de marque pour ne pas faire la même analyse entre ma marque et mes mots-clés génériques. Donc là j'ai la possibilité d'éditer, donc on voit que par défaut il m'a mis un certain nombre de règles, et là j'ai vraiment la possibilité d'éditer, et là je pense que vous reconnaissez donc l'interface des segments, et donc là je suis en anglais, donc je vais pouvoir aller lui dire, alors évidemment il faut que j'exclue toutes mes requêtes qui contiennent la marque Google. Alors je vous cache pas que si je fais ça là en live, sur le Google Store, j'aurai plus beaucoup de requêtes, parce qu'on a énormément toutes les requêtes quasiment, en plus si je rajoutais Android, etc., j'aurais plus du tout de requêtes sur le paid search, donc je ne vais pas forcément le compiler, mais c'est vraiment là où vous pouvez jouer du coup avec vos sources et créer votre propre channel grouping. Vous avez évidemment, je vais fermer la fenêtre, la possibilité de créer de nouvelles règles, et vraiment là aussi, toujours le conseil de pas, si vous dépassez 15 règles, c'est qu'il y a un problème et que l'analyse sera compliquée, mais je vais pouvoir vraiment créer ma vue que je souhaite et pouvoir faire l'analyse dont j'ai besoin. Donc ça, c'est vraiment une première information, une première vue qui va pouvoir nous permettre en fait de catégoriser de façon assez simple les sources en deux catégories, plutôt les sources qu'on appelle amont, donc qui vont plutôt assister la conversion, donc toutes celles qui auront un ratio au-dessus de 1, et mes sources plutôt qui font le finish, qui auront un ratio de 0, là où on va notamment généralement retrouver la marque. Donc c'est vraiment ça un premier niveau d'information, de comme ça pouvoir catégoriser mes sources par rapport à mon chemin de conversion. Et le deuxième niveau d'analyse, si on avance, c'est que je vais pouvoir trouver un rapport en fait qui me donne l'ensemble de mes chemins entre mes différents leviers qui amènent à une conversion. Donc là, si je descends, normalement, je dois avoir... alors là, sur le Google Store, c'est pas très impressionnant, 895, on va dire, lignes, donc chemins différents, mais sur certains sites, on peut être à plusieurs centaines de milliers, quand les volumes sont énormes, à centaines de milliers de chemins différents. Donc c'est forcément... Avant, on avait uniquement ce rapport-là, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on exportait en fait l'ensemble de ces lignes et on faisait nous-mêmes sous Excel une petite macro et on retraitait ces sources justement pour voir quelles sources étaient plutôt en amont et regarder, vraiment s'intéresser à la position des sources. Maintenant, c'est vrai que c'est un rapport qu'on peut avoir à titre d'information pour trouver des chemins types, etc., ou aller chercher la contribution d'une source, ou des modèles un peu types qui peut être intéressant, donc c'est toujours intéressant, mais ce qu'on a surtout, c'est que maintenant on a la chance depuis quelques mois d'avoir directement dans Google Analytics en fait un outil de modélisation de d'attribution. Donc si je sors de ce rapport, je me retrouve donc sur l'outil de modélisation,
Et donc c'est là aussi où, pour faire écho à ce que Arnaud disait tout à l'heure, je vais pouvoir retrouver en fait mes différents modèles. Donc je vois que là j'ai différents modèles qui me sont proposés, donc ceux qu'on a largement balayés en introduction. Hein. Je retrouve mon linéaire, je me retrouve mon first click, le time decay aussi dont on a parlé tout à l'heure, et je vais pouvoir en fait confronter mes différents leviers par rapport à ces différents modèles d'attribution. Donc dans l'interface, je pense par souci, on va dire plus de lisibilité, on est, et du coup j'ai pas de barre de scroll en bas, mais on est limité à 3 modèles qui peuvent s'afficher. Alors je sais pas pourquoi. Je vais mettre un first en premier. Et là, je vais me retrouver avec un tableau qui commence à être plus forcément très évident à appréhender, où je vous laisserai le faire chez vous et les commenter, etc. Mais on va se retrouver notamment alors, avec des lignes de conversion et des volumes en fait, de conversion qui vont être donc réévalués par rapport aux différents modèles. Donc on voit qu'ici, si je prends mon modèle direct, donc généralement c'est plutôt une source qu'on attend sur la fin du parcours. Hein. Le modèle direct, c'est vraiment des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent, donc ils vont directement taper votre URL dans le navigateur et arriver sur votre site. On voit que par exemple un modèle linéaire, là où je distribue tous les points à toutes mes sources, eh ben, ça va forcément être quelque chose qui va être déprécié par un modèle linéaire, et vous en doutez encore plus par un modèle first click. Donc vraiment là, je vais voir vraiment souvent même des modifications assez fortes hein, en termes de variation. Donc pour rassurez-vous, derrière ce display-là, c'est du remarketing, donc c'est pour ça qu'il est aussi fortement discrédité, on va dire, par un modèle first click. Évidemment, c'est pas là où on l'attend, mais on va voir vraiment différentes choses, et notamment aussi sur vos leviers qui incluent donc du coup de l'AdWords, ou du coup si vous avez fait la liaison entre AdWords et Analytics, vous avez vos coûts qui sont intégrés dans Google Analytics. On va pouvoir directement maintenant dès Google Analytics parler de CPA dans l'interface, et voir aussi des changements en termes de CPA. Donc, je rappelle que vous avez aussi la possibilité maintenant d'importer vos coûts sur tous vos leviers, donc on pourrait aussi avoir l'ensemble de ces lignes pleines, mais vous allez pouvoir avoir des informations vraiment très actionnables, et voilà, je ne sais pas, en 20 minutes, on arrive à sortir une analyse où j'arrive quand même à avoir des choses très actionnables, notamment sur la rentabilité de mes sources, et de revoir, hein, comme disait Bruno, j'aime bien sa photo sur les bonnes lunettes pour avoir la vue sur la rentabilité des sources. Vous avez ici voilà, une sorte de bonne lunette pour étudier la rentabilité de vos sources. Donc ça, c'est le dernier rapport qui est présent dans Google Analytics. Donc évidemment, l'idée ici n'était pas de faire une analyse, mais plutôt de vous montrer où se trouvent les informations et jusqu'où on peut aller. C'est évidemment, je pense, beaucoup plus difficile dans les faits à appréhender, mais l'information est là en tout cas. On voit maintenant, c'est vrai que sans avoir besoin de faire des exports ou passer par l'API, etc. L'information est vraiment là, vraiment à quelques clics et de façon assez simple, si on peut le dire. Donc vraiment, je vous encourage et je vous invite à aller découvrir cette partie dans Google Analytics si ce n'est pas encore le cas, pour apprendre plein de nouvelles choses sur vos leviers. Alors, j'en ai fini ici sur cette partie-là de démonstration. On va enchaîner. Merci Caroline. Ouais. On vous proposait, donc ça c'était la partie un peu plus technique dans l'outil. On voit que c'est assez facile de se lancer dans l'attribution. L'outil est bien fait, tout est dedans. Et donc il n'attend plus que vous pour tester donc, les premiers modèles d'attribution. On vous proposait ensuite, dans la dernière partie de l'intervention, de se prolonger, de se projeter dans le futur et de regarder à quoi peut ressembler l'attribution à travers notamment les évolutions produits qu'on peut apporter sur Google Analytics. Et Caroline va donc nous parler d'Universal Analytics, qui est la nouvelle solution de Google. Donc une partie très intéressante pour voir
vers quoi on va, vers quoi évolue la web analyse, en tout cas chez Google. Donc oui, là c'est vraiment la partie où on va se projeter. C'est vrai que voilà, chez Google, que ce soit Google Analytics ou tous les produits, on est vraiment dans un monde où ça évolue quotidiennement. Et donc l'idée, c'est vraiment aussi d'aborder des sujets dont on s'est vraiment focalisé là depuis 14 heures sur l'attribution online et ce qui peut se faire en termes de canaux vraiment sur ce focus online, comment j'optimise mes leviers. Mais c'est vrai que je pense que ça n'a échappé à personne qu'on évolue maintenant dans un monde de plus en plus complexe, ou en tout cas dans un monde où on a de plus en plus d'écrans, on est de plus en plus connecté à différents devices, comme on dit, donc tous ces effets cross-device, multi-écran. On sait très bien que maintenant, quasiment 3/4 des Français, ou même 3/4 dans le monde, quand on est devant la télé, on est aussi avec notre téléphone ou avec notre tablette ou même avec un PC devant la télé, donc quasiment des fois 2 voire 3 écrans devant nous, et on a vraiment des effets voilà, de double écran. Aussi par rapport aux interactions qu'on peut avoir avec les magasins physiques, on sait très bien que de plus en plus on va rechercher avoir des effets notamment sur des business où les paniers moyens sont très élevés, etc. On va plus avoir tendance à rechercher sur Internet et à aller acheter en magasin. On se retrouve même maintenant de temps en temps avec des comportements où les gens cherchent sur leur mobile en étant dans le magasin physique, et ils vont chercher la référence de votre concurrent pour voir si vous êtes moins cher. Donc c'est vraiment ça, on est dans un monde où maintenant tous les scénarios, on va dire, sont croisés sur tous ces écrans, tous ces devices qu'on a à nos dispositions, aussi tous les points de contact, que ce soit le magasin, le call center, etc. Et c'est vrai qu'il faut apporter une réponse à ça. On voyait avec Google Analytics, on a une très bonne vision de ce qui se passe online, mais c'est vrai que c'est vraiment dans cette démarche-là que Google Analytics évolue, et que les ingénieurs de Google ont annoncé il y a un peu plus d'1 an au dernier Google Analytics Summit la solution Universal Analytics. C'est quelque chose, on va dire, d'un peu plus concret pour nous, notamment en bêta depuis le printemps dernier en France. Et c'est vraiment cette version-là d'Universal Analytics qui va essayer justement de nous sortir un peu de toutes ces questions qu'on se pose par rapport à l'écosystème qui nous entoure aujourd'hui. Donc on va essayer de parcourir très rapidement cette solution Universal Analytics qui s'articule en fait sur 4 briques. Alors on va le voir, des choses plus ou moins techniques, plus ou moins sexy. Je commence par quelque chose de pas sexy du tout, qui est en fait tout simplement la méthode de mesure qui est changée en fait dans la version Universal Analytics. On va changer la méthode de calcul, on va être sur alors sans rentrer dans les détails trop techniques, on va être en gros sur un système beaucoup plus ouvert, où maintenant on va pouvoir, c'est une grande nouveauté, importer des données qui ne sont pas propres à GA et même pas propres à l'écosystème Google dans notre interface. On va pouvoir ne plus accepter uniquement des informations liées à une activité web et liées à des sites web ou des applications mobiles, mais pouvoir aussi accepter tout un monitoring de data qui sont liés à un flux d'activités. On peut imaginer en call center, en magasin, etc. Et vraiment avoir un système beaucoup plus ouvert. Donc sur ces éléments-là, pour certains qui connaissent un petit peu la technique, on était avec Google Analytics sur le fameux GA.js, on passe sur quelque chose qui s'appelle maintenant Analytics.js. Alors tout de suite, pour parler un peu des choses qui fâchent, c'est quelque chose donc, qui va demander de retaguer son site, donc ça va demander un petit peu de technique. C'est quelque chose sur lequel ça peut être amené aussi à avoir une réflexion sur des systèmes de tag management system, c'est-à-dire des conteneurs de tags pour pouvoir un peu faciliter justement toute cette gestion des présences des tags. Je pense que vous êtes tous au courant que Google a sorti son propre Tag Management System il y a un peu plus d'1 an, qui est une solution gratuite. Évidemment, en plus, l'avantage, c'est que cette partie, que ce soit le tag Google Analytics ou le tag Universal, ils sont par défaut présents dans la solution, et ce n'est qu'une bibliothèque et des cases à cocher pour mettre en place ces tags. Donc c'est des choses, certes, qui vont nous redemander un peu appel à votre IT, mais c'est des choses aussi maintenant sur lesquelles on a des outils pour appréhender ce genre de migration.
Donc première brique, vraiment cette partie vraiment technique sur le protocole de mesure qui change et qui va permettre d'offrir beaucoup plus de flexibilité. Deuxième point, et là on rentre sur des choses par contre qui font, on va dire, tout de suite beaucoup plus rêver, qui est cette vue user. Donc c'est vrai qu'avant, quand on regardait Google Analytics, on était sur ce qu'on appelle une vue session ou une vue visite. Donc c'est-à-dire on posait des cookies et puis quand votre internaute il venait sur le mobile, on le codait une première fois sur le mobile. Et puis après, quand il allait sur son ordinateur PC portable, étant donné que les systèmes n'étaient pas connectés et ne se connectaient pas, on le comptait une deuxième fois, donc comme un nouveau visiteur. Et puis, s'il avait la bonne idée d'aller finir sur sa tablette, on le comptait une troisième fois. Et au-delà on va dire, d'avoir compté 3 fois cette personne alors que c'était la même, on avait aussi une rupture dans ce parcours-là, qui est pourtant un parcours, je pense, tous dans la salle, qu'on peut avoir de plus en plus de nos jours. Et on avait une véritable rupture avec ce système-là, cette vue-là, cette ancienne vue-là de Google Analytics. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Universal Analytics, on va passer vraiment sur une vue centrée utilisateur, sur un identifiant utilisateur, et on va pouvoir suivre cette personne, que ça soit sur son mobile, que ça soit sur son PC à la maison, etc. On peut même imaginer, je ne sais pas si certains ont vu la conférence Google I.O., mais aussi évidemment quand des passages en caisse avec des cartes de fidélité, etc., d'avoir vraiment tout le monde a un CRM et d'avoir un identifiant, une clé unique pour reconnaître ses utilisateurs et de pouvoir comme ça avoir des informations de suivi tout au long vraiment du parcours d'achat, que ce soit sur des devices électroniques, mais aussi online ou offline. Donc ça, c'est vraiment une vue, on va dire, très intéressante, l'une des briques, on va dire, vraiment fondamentales de Google Analytics. Et je pense même que ça doit être l'une des premières fois en France qu'on voit ce type de rapport. Donc la capture d'écran est volontairement de mauvaise qualité, parce que je rappelle, Universal Analytics, c'est quelque chose qui est en bêta. Cette partie user-centrique, elle est encore en bêta uniquement aux États-Unis, en bêta fermée. Mais donc, du coup, on va voir évidemment dans l'interface de nouveaux rapports. Et justement, je pense que vous reconnaissez, je peux vous le commenter, les rapports un peu comme on a vu tout à l'heure au niveau de l'attribution, où on va avoir une vue justement sur ces fameux effets du mobile, du passage sur mobile, sur un PC ou voire en magasin. Donc on peut vraiment, là on revient complètement à notre logique d'attribution tout à l'heure, de voir ce parcours complet et de voir les interactions entre les différents canaux, mais vraiment au sens large du terme. Donc vraiment ce screenshot, je vois qu'il y en a qui le prennent en photo. J'espère qu'il ressort très mal sur la photo, mais c'est vraiment sur ce type de rapport-là qu'on va aller et qui vont être plein d'informations très riches. Troisième brique d'Universal Analytics, là aussi très très importante, c'est la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, c'est un système beaucoup plus ouvert, donc on va voir la possibilité d'importer des conversions, notamment qu'on appelle conversions offline. Donc là, je pense typiquement à des call centers ou même à des ventes en point de vente physique, oui, qui peuvent comme ça être injectées, évidemment assez facilement, on va dire, dans l'interface et pouvoir avoir une vue vraiment centrée, plus uniquement centrée sur le web et sur cette vue online, mais vraiment avoir une vue sur toute la chaîne et tout le parcours de votre client, en tout cas de votre prospect. Et c'est vrai que là, on rentre dans nos logiques d'attribution, de recalcul de l'attribution, de regarder aussi, c'est des questions qu'on se pose très fortement, quel est l'impact de mon online sur mon offline et inversement. C'est aussi des choses très intéressantes, notamment dans des logiques de remarketing, sur maintenant de savoir que ma personne, elle est passée sur mon point de vente physique ou que quelqu'un lui a parlé au téléphone. C'est des informations actuellement où la vue est plutôt très en silo et on n'a pas forcément cette vue vraiment complète. Et on va pouvoir avoir l'ensemble de ces informations
dans une même interface. Et enfin, dernière brique, et en plus c'est vrai que pour être tout à fait transparent, c'était un point sur lequel d'autres outils de web analyse avaient, on va dire, pris un peu d'avance, et sur ce point-là, on va les rejoindre. C'est la possibilité en fait d'importer des dimensions et de créer ses propres statistiques personnalisées dans l'interface, vraiment toujours dans le but de toujours créer plus d'informations et plus de richesse autour de vos utilisateurs et autour de vos clients, pour pouvoir vraiment commencer à se poser des questions très poussées. Donc c'est vraiment des choses où on peut penser que je vais pouvoir importer notamment des informations liées à mon CRM, mais aussi on va dire des informations beaucoup plus externes, par exemple liées à la météo, liées à la saisonnalité, liées à ce qui s'est passé à un temps, etc. Ou liées même par exemple à votre base de données aussi produits. On peut vraiment là imaginer tout un tas de données. Donc c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à des variables personnalisées qu'on avait dans la version de Google Analytics classique. En plus, malheureusement, ces variables personnalisées, elles étaient limitées qu'à 5. Donc c'était un peu pauvre pour créer des segments. Là, on va être sur 20 dimensions personnalisées, 20 statistiques personnalisées. Et c'est vrai que là, on voit, quand on va rapprocher ça de ce fameux user ID de nos utilisateurs, créer un système très puissant en termes de ressources de data, en termes de segmentation. Et là, c'est vrai qu'on se rapproche beaucoup plus d'un outil, alors Big Data, ça veut tout et rien dire, mais plutôt, on va dire, d'un outil de BI où on va avoir vraiment dans une même interface énormément de richesse de data pour piloter son business. Donc voilà très rapidement les 4 grandes briques qui sont sous cette dénomination Universal Analytics. Donc c'est quelque chose qui est donc disponible en France en version bêta, sauf la brique donc User ID, comme je disais, qui est encore en bêta fermée aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose qui va être qui est encore en bêta, mais qui est vraiment les choses de demain, les choses du futur. Donc on vous encourage vraiment à y aller, à aller explorer, au moins à se renseigner sur cet outil-là. Maintenant, quand vous allez créer du coup par défaut un nouveau compte dans Google Analytics, vous verrez, hein, c'est assez simple. De toute façon, on vous propose soit la version Universal Analytics, soit la version classique. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas passer à côté. Mais vraiment, on vous encourage à y aller parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre d'appréhender et d'avoir une compréhension complète du monde qui vous entoure. Merci Caroline. Pour cette partie. Peut-être avant de passer vous avez peut-être des questions. Je voulais juste faire une synthèse de tout ce qu'on a vu pour se rappeler toutes les parties. Je retiens plusieurs choses. Donc, premièrement, de voir que l'attribution multisource, donc on n'est que sur un canal avec l'ensemble des sources, c'est quelque chose qui fonctionne d'un point de vue métier. On a vu le témoignage de Bruno, on a vu aussi de manière chiffrée ce qu'en pensaient les CMO. Et ça fonctionne également d'un point de vue dans les outils. On vous a montré tous les rapports qui sont disponibles. C'est quelque chose qui peut être facile à actionner, à rendre opérationnel. Et donc on vous invite à regarder cette partie conversion donc dans Google Analytics pour toucher les premiers modèles d'attribution. Enfin, deuxième chose, c'est un sujet donc, qui bouge sur la partie multi-device. On voit que c'est un sujet qui est encore compliqué à traiter aujourd'hui, et c'est ce que nous a rappelé Bruno. En revanche, Google, on travaille sur des nouveaux produits, sur Universal Analytics, qui devraient tordre le cou à ces problèmes de multi-device et également d'attribution offline-online, donc toutes les problématiques online to store. Et là, on a une vraie opportunité pour l'avenir pour mieux piloter l'ensemble du marketing sur l'ensemble des canaux. Donc voilà un peu les messages qu'il fallait retenir. On va peut-être pouvoir passer à des séances de questions-réponses. Merci Caroline, merci Bruno. Je n'ai pas de micro. Je disais... Ça marche? Non, ça marche aussi. Merci Caroline, merci Bruno pour cette présentation très complète. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Bonjour. Donc, en fait, il me semble qu'il y a une version professionnelle de Google Analytics, c'est bien ça? J'aimerais juste avoir quelques informations dessus. Oui. Donc pour complexifier, je ne sais pas si on m'entend, oui, pour complexifier un peu tout ça, en effet, on a sorti donc une version qu'on appelle Google Analytics Premium. Donc en effet, comme vous l'avez très bien dit, c'est, alors je ne sais pas si on peut utiliser le mot professionnel parce que la version, on va dire gratuite, est aussi destinée et totalement adaptée aux professionnels. La version Premium, en fait, elle est c'est quelque chose d'un peu plus complet, mais vraiment, ce qu'il y a derrière cette brique-là, c'est en fait énormément de possibilités, de capacités de compilation de données. Donc ça s'adresse vraiment à des sites qui ont des très très gros volumes de data. Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec l'interface, mais notamment lorsque vous naviguez actuellement sur Google Analytics et que vous commencez à avoir un certain nombre de centaines, de milliers de visites, voire de millions de ce qu'on appelle hits par mois, donc qui s'apparentent plus ou moins à de la page vue par mois. Vous pouvez avoir en fait de l'échantillonnage. C'est aussi par souci en fait de collecte des données, et du coup la version premium, en fait, qui est donc une version payante, lève cette capacité d'échantillonnage et de collecte de données sur des très gros volumes. Donc derrière GA Premium, pour être complet, donc au-delà de cette limite, donc qui est dans la version classique à 10 millions de hits par mois. Donc comme je disais, hit, voilà, c'est chaque appel serveur à Google Analytics, donc voilà, plus ou moins de la page vue. Dans la version Premium, elle est levée à 1 milliard. Donc on est vraiment sur des très gros volumes. Les autres briques qu'il y a derrière Premium, c'est du support. Et c'est aussi un contrat et des SLA. Hein. Je pense que quand vous ouvrez un compte Google Analytics, évidemment, vous signez des CGU actuellement, mais on va dire de manière électronique. Là, il y a un contrat avec Google, avec des SLA, etc. Et la dernière brique, même si ce n'est pas la vocation de Premium, vous avez, on va dire, des fonctionnalités en bêta ou en avant-première qui sont disponibles dans l'interface. Voilà, si je réponds à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'arrive. Oui, bonjour. Vous aviez dit que maintenant on pourra identifier les internautes par un ID, mais il faut forcément qu'ils se loguent quelque part, non? Est-ce que c'est un login sur le site e-commerce ou ça sera sur un compte Google? Non, c'est la première solution qui est retenue. Donc, pour répéter, je ne sais pas si on entendrait bien. Donc, pour pouvoir identifier donc, ces fameux utilisateurs à un niveau personne, il faut évidemment à un moment les identifier. Donc, là, évidemment, il y avait, on va dire, plusieurs approches possibles qui étaient donc la deuxième qui a été citée par la personne, qui était de se servir du login des comptes Google. Donc, ce n'est pas cette solution-là qui est en place, mais c'est vraiment un login parce qu'on part du principe que ce sont vraiment des données liées à votre site web. Donc, ce sont des données qui sont liées en fait vraiment au login sur votre site. Donc, il faudra forcément passer pour un login. Donc, évidemment, comme le disait Bruno tout à l'heure, des sites type de vente privée, etc., ils sont, on va dire, eux, dans le cas idéal. Après, c'est vrai que pour des autres sites où, évidemment, on a plus tendance à retarder ce login et cette identification parce que c'est plutôt un frein à la conversion, on va être sur une part de trafic éventuellement pas forcément complète. D'autres questions? Une fois, deux fois? Oui? Ok. Bonjour, en fait je reviens sur les attributions des conversions. Vous avez dit qu'en fait ça fait économiser du budget aux directeurs marketing en fait, parce qu'ils optimisent en sachant quel canal apporte quelle conversion. Mais par rapport aux apporteurs qui sont au CPC, par exemple Google AdWords, à quel moment on peut faire des économies si on sait que c'est une conversion indirecte puisqu'on a déjà payé, puisqu'on a payé au CPC? Alors, c'est une bonne question.
En fait, les modèles d'attribution vont permettre de donner tout le crédit sur l'ensemble des sources qui vont contribuer à l'achat. Autrement dit, en modèle last click, si vous avez payé votre trafic AdWords, vous allez dire ça m'a généré peut-être 100 ventes en modèle last click. En revanche, la réalité va être un peu plus compliquée parce que peut-être que moi, dans mon parcours d'achat, j'ai commencé par passer chez AdWords sur un mot-clé très générique. Et après, j'ai continué mon parcours d'achat sur d'autres mots-clés plus précis. Et donc, AdWords, dans ce cas-là, aura 0 pour la conversion. En revanche, si on revalorise le trafic AdWords avec un modèle d'attribution, on va dire qu'AdWords aura contribué sur mon parcours d'achat à faire la conversion. Et c'est là où du coup on va pouvoir revaloriser le ROI des sources, lui donner le bon crédit et dire calculer la vraie rentabilité en fait, qui sera peut-être à la hausse ou à la baisse d'ailleurs, mais qui sera la vraie rentabilité de la source AdWords ici dans votre question. Mais peut-être juste pour compléter, je vous rejoins sur le fait qu'on prend ici une photo a posteriori de ce qui s'est passé et évidemment AdWords, ni les affiliés, ni tous ceux dont on a pu parler vont vous rendre de l'argent par rapport à ce que vous voyez. Mais c'est vraiment l'idée de prendre une photographie, et vraiment Bruno le décrivait bien, de pouvoir réajuster le tir, de reprendre une photographie et comme ça de travailler par itération. En tout cas avec l'outil Google Analytics, c'est ce que ça vous permet de faire. Mais en tout cas, on n'est pas en effet sur un système de gestion à la volée de ces paramètres-là. On ne vous rendra pas de l'argent. Pardon. Alors, une dernière question? Ok. Merci beaucoup. En fait, j'aimerais savoir s'il n'y a pas un manuel de formation pour Google Analytics comme il y en a pour AdWords. Alors, on a sur le site de Google Analytics en fait tout un tas de parcours de formation qui sont assez détaillés. Pour commencer déjà, avant d'aller dans les choses très complexes sur l'attribution, à prendre bien en main l'outil. Donc, ce qu'a montré très rapidement Caroline, les rapports de base, savoir comment les lire, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière chacune des métriques que je peux lire dans mes rapports. Personnaliser des rapports après pour essayer d'avoir vraiment les informations personnalisées qui sont utiles pour piloter un business donné. Et ensuite aller beaucoup plus loin donc dans les modèles d'attribution, où là on peut avoir des choses beaucoup plus poussées. Donc tout ça est sur le site Google Analytics. Donc avant de se loguer, en fait, on a le site avec l'ensemble des ressources, des supports pédagogiques qui peuvent donc vous aider. Après, si vous avez la possibilité aussi d'avoir une agence qui peut vous aider si vous avez des problématiques complexes, c'est également une solution qui peut être retenue. Il y a des agences en fait certifiées qu'on appelle des GACP, Google Analytics Certified Partner, qui sont en fait des agences qui ont passé un test d'une certification et qui sont du coup habilitées, reconnues par Google comme étant des experts de Google Analytics et qui peuvent vous aider sur des problématiques très, très complexes et très poussées. Après, il existe aussi un peu de littérature, on va dire, spécialisée. Hein. Je vous laisse aller voir sur le Google Play ou ailleurs, d'avoir des livres alors, qui sont un peu épais, mais de littérature spécialisée. On a des grands gourous, notamment sur ces sujets-là, qui sont Avinash Kaushik, etc., qui ont écrit des livres qui ont été traduits, etc., donc qui sont des excellentes bibles sur le sujet, mais en effet, tout ce qui est disponible en ligne peut être déjà un premier pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ok. Bon, il ne nous reste plus qu'à remercier l'équipe de Google France. Merci infiniment pour cette présentation. Alors pour ceux qui sont intéressés, à 18h, donc il y a la remise des awards. Donc rendez-vous dans cette salle à 18h. Merci pour votre attention en tout cas.